Voilà, j'imagine que maintenant, c'est clair. Choisir, on a vu, de produire bio, hein, voilà, ou selon des chartes équitables, est-ce une concession, est-ce un renoncement au succès économique, ou au contraire, est-ce aussi un moyen de structurer et de pérenniser, au contraire, la rentabilité économique des entreprises? Eh bien, c'est l'objet de la table de ronde qui va suivre. Elle sera animée par Donatienne Briand de l'agence Séance Publique. Merci de l'accueillir, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Merci parce que vous me donnez une transition parfaite, parce que on parle beaucoup de notoriété, d'influence, et nous sommes une agence qui avons la chance d'accompagner Agriéthique justement pour tout ce qui est notoriété au niveau de la sphère institutionnelle et politique. Alors, je vais peut-être demander, parce que je me sens un petit peu seule, je vais peut-être me demander aux 5 intervenants de venir me rejoindre pour cette table ronde. Alors, nous accueillons donc Monsieur Laurent Cavard, que vous avez qui s'est déjà présenté. Il y a également Monsieur Pierre-Marie Brizou, que vous avez déjà rencontré chez Bio & Lo. Monsieur Jean-Luc Caquino, agriculteur à Cavac. Et Madame Marilyn Philippi, directrice associée chez l'INRAE. Voilà. Et Paris, chercheuse associée, excusez-moi. Donc, je suis, et puis évidemment, pourquoi le meilleur, monsieur le député, évidemment, Richard Ramos, député du Loiret et secrétaire de la commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale. Merci à tous pour cette table ronde. Alors aujourd'hui, donc, on a cette table ronde qui est consacrée donc à la transition agroécologique au service de la compétitivité des entreprises. Donc, un sujet qui est au cœur des enjeux économiques, politiques et sociaux actuels, aussi bien que ce soit en France et à l'international. Nous traversons une période de profonde transformation. Dans le secteur agricole, la transition écologique est devenue incontournable, notamment en raison du dérèglement climatique qui pèse lourdement sur les rendements. Alors, à ces défis environnementaux, vous l'avez déjà évoqué auparavant, s'ajoutent des pressions économiques. Bien que l'inflation semble diminuer, la croissance reste faible, sans parler de la concurrence mondiale. Sur le plan politique, la réforme de la loi Egalim et le projet de loi d'orientation agricole sont en cours, ou étaient en tout cas déjà amorcés. La transition d'ailleurs écologique est l'un des dénominateurs communs des politiques, de toutes nos politiques publiques, mais est-ce qu'elle va assez loin? Est-ce qu'elle va dans le bon sens, surtout sur nos sujets qui nous occupent ce matin? On le verra tout à l'heure. Et puis également, on l'a également évoqué aussi ce matin, il y a une prise de conscience croissante au sein de la population concernant notre alimentation et nos modes de consommation. L'origine des produits, leur traçabilité, entre autres, sont devenues maintenant des questions essentielles. Donc, il y a également, on va évoquer aussi pas mal de choses avec tous nos intervenants, et puis des outils innovants comme l'intelligence artificielle ou des nouvelles façons de travailler qui peuvent jouer justement un rôle clé dans cette transformation d'ensemble et qui doit embarquer tout le monde. Le label Agriéthique, est bien sûr l'un de ces outils. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Alors aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment tous ces défis peuvent se transformer en opportunités, que ce soit pour les agriculteurs, les entreprises et les consommateurs. Nous allons voir justement comment ces deux notions de transition agroécologique et de compétitivité sont finalement les deux facettes d'une même pièce et que ce ne sont pas des notions qui s'opposent. Et pour ça, donc, de ces enjeux, on va avoir l'occasion de débattre tous les 6 ensemble avec des visions différentes, chacun dans vos domaines. Alors, pour
ouvrir le débat, je souhaiterais vous entendre chacun en quelques mots, alors le temps nous est compté, hein, sur justement la conjoncture actuelle où s'entrelacent justement ces défis économiques, écologiques, politiques et d'innovation aussi. Madame Philippi ? Bon. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. En termes, en très peu de mots, quoi, je dirais qu'aujourd'hui, vous êtes bien placé pour voir la difficulté d'arriver à produire éthique, à produire en faisant attention à l'environnement, au social, en ayant un œil évidemment sur l'économique et un consommateur qui n'est pas toujours au rendez-vous. Et donc, cette difficulté-là, elle est accentuée par l'idée, finalement, qu'on va opposer, je dirais, producteurs et consommateurs. Alors qu'en fait, si on veut réussir cette transition, il va falloir réconcilier les différentes parties prenantes, du producteur au consommateur. Et donc, avec des labels comme le vôtre, l'idée est bien de montrer qu'on peut produire respectueusement d'un environnement, socialement, en étant évidemment en cherchant une rentabilité et en même temps trouver un marché, parce qu'en économie, le consommateur a finalement malheureusement le dernier mot, et s'il ne valide pas par son acte d'achat la production, eh bien on va avoir une difficulté pour arriver à poursuivre les efforts et à conserver un accès marché. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur le député ? Moi, je vais simplement vous dire deux, trois choses. Après, ce sera les questions, mais plutôt qui je suis. Je vais faire court. Moi, en 2001, je crée une start-up qui s'appelle Infoproduit. On tape le code barre, je vous dis ce qu'il y a dedans. On est en 2001. Je perds 200 000 €, puisque l'ANIA, notamment, ne voulait pas que j'émerge. Je vous la fais court. Et je crée dans la nuit pour payer les 200 000 €. J'étais en SNC pour les entrepreneurs, vous voyez ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il faut rembourser. Je crée en une nuit un journal qui s'appelle Feuille de chou, que j'ai eu pendant 17 ans, qui apprend aux enfants à bien manger. Il a tiré entre 600 000 et 1 million d'exemplaires par mois pendant près de 17 ans. J'arpente les cantines scolaires. Voilà. J'ai été aussi le créateur dans le passé du chocolat à 1848. Je suis né à Blois. J'arrive comme député et quelqu'un dans la salle me disait, je vous ai connu avec cette affaire-là. 15 jours après, je mets une tonne d'oignons dans un camion avec mon écharpe. On est en 2017 et je déverse devant chez Auchan une tonne d'oignons avec de la musique. On fait 3 à 4 millions de vues, et parce que le producteur touchait 7 centimes et c'était revendu 2,49 €. Après, je me suis battu puisque j'ai mis 600 camemberts au lait cru dans les casiers des députés. Un vendredi, donc ils sont arrivés des camemberts de chez Gillot, qui étaient très très bien, au lait cru, puisque Lactalis voulait mettre du lait pasteurisé dans l'ensemble des AOP françaises. Je vous la fais court, j'ai eu une émission de télé qui s'appelait Petit Paysan sur France 3. Voilà, moi je suis dans la minorité présidentielle. Je l'assume, même si j'ai dit il y a quelques semaines que ce gouvernement était un yaourt à DLC courte. Et c'est pas parce qu'on y met des conservateurs de droite que ça durera plus longtemps, parce que souvent les conservateurs, c'est pas toujours très bon dans l'alimentation pour les conservateurs. Et donc je garde cet esprit. Au Parlement, on est assez rare, mais je travaille pas mal avec François Ruffin, je travaille pas mal avec Julien Dive, LR. Et donc, moi, j'essaie de prendre ma part sur ces affaires-là. Et 3 jours par mois, j'essaie d'arpenter la France. Et je suis à votre service pour aller visiter ceux qui produisent, ceux qui transforment et même ceux qui distribuent. J'ai quelques sujets de temps en temps avec la grande distribution. Il y a, surtout avec Michel-Édouard Leclerc, bon, je l'ai traité de voyou, mais dans l'hémicycle, notamment en question au gouvernement. J'ai dit que si j'étais au tribunal, je défendrais l'information et non pas la diffamation. Mais je m'entends assez bien avec la grande distrib. Je suis très content d'être là ce matin. Je vais conclure ma journée par l'inauguration de chez Lidl, chez Biérot, tout à l'heure, avec nos nouveaux locaux. Je m'entends bien avec Shellcher. Je m'entends bien avec Papin, qui est parti au conseil d'administration de chez Auchan. J'étais la semaine dernière avec Bompard. Et donc, moi, j'essaie d'être sincère. C'est-à-dire que je peux des fois être excessif, mais jamais être pris en flagrant délit d'insincérité. Donc, en gros, les patrons de la grande distrib
discute avec moi parce qu'au Parlement et dans les conditions qui sont celles d'aujourd'hui, j'arrive à peu près à faire du transpartisan sur des sujets qui me sont pour moi primordiaux. Si j'ai accepté aujourd'hui de venir, c'est un honneur pour moi d'être avec vous. Il y avait réunion du groupe Modem avec les ministres, machin, donc c'était un peu le bazar. C'est parce que je pense que ce que vous faites ici et avec votre label est indispensable. Moi, j'ai défendu pendant 20 ans l'idée, je consomme plutôt du bio, j'ai 19 poules, on a un jardin en permaculture à la maison, mais j'ai souvent dit qu'on confond le bio et le sens. Et que finalement, la quête réelle, c'est le sens. Et je pense que vous répondez ici, avec votre label, au sens. Et dans le sens, il faut être très prudent, et vous l'avez vu, vous le savez, de temps en temps, moi je le déplore, dans le lait bio, vous avez des gens qui sont passés à la trappe, parce qu'en fait, on n'a pas mis un truc qui est quand même primordial, vous l'avez dit ce matin, ça s'appelle le marché, c'est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande, c'est le CAP d'économie. Et donc derrière, il faut faire très attention à toutes ces affaires-là. Et donc voilà, moi j'essaie d'être celui-là au Parlement. Je vous le dis aussi parce que j'ai entendu parler beaucoup de notoriété sur votre label. Vous êtes les bienvenus au Parlement. Je vous le dis, utilisez-nous, utilisez-moi pour à la fois demain faire un petit déjeuner avec des députés de plusieurs bords politiques. Je l'organiserai avec bien volontiers. Et puis aussi, je l'avais fait, vous allez voir, je l'avais fait avec Biérot de chez Lidl, qui n'était jamais reçu à l'Assemblée nationale. Et j'avais dit c'était toujours les mêmes, c'était Leclerc, tout ça, etc. Et j'avais dit, mais non, mais il faut que Lidl, Aldi, tous, je dis bien tous, soient reçus. Et là, je terminerai là-dessus. Il y a un outil politique qui est quand même pour moi l'outil le plus puissant en France, qui s'appelle la TVA. Quand on flèche des TVA, on flèche des politiques publiques. Et j'ai 2 critères aujourd'hui sur lesquels je travaille, et j'arrêterai là-dessus parce que ça, vous avez compris, ça me passionne, ces affaires-là. C'est des TVA sur 4 types de produits, qui sont les produits bruts, semi-bruts, transformés et ultra-transformés. Et si demain nous avions des TVA différenciés sur des produits qui donnent du sens et pas de sens. C'est-à-dire que finalement, on est aujourd'hui capable, si on a un label d'État, d'être capable de mettre une TVA sur un truc qui s'appelle agriéthique, etc., avec des TVA différenciés. Ce qui nous permettrait peut-être que dans leur rotation, puisque le supermarché, finalement, c'est un loueur de linéaire, de pouvoir compenser la faiblesse de vos marques, et vous m'en excusez, mais vous voyez, face à Nestlé, face à Coca, c'est compliqué, et donc de compenser la rotation par de la TVA. Parce que c'est comme ça qu'ils comprennent, la grande distribution, vous savez, c'est des financiers, hein, c'est de la rotation. Et je terminerai également là-dessus. Je suis très attentif, je le dis à Michel Biérot, il y avait Malbranc qui était chez Aldi, à ce que ce modèle-là ne soit pas le modèle français. Parce que dans un hypermarché, on a entre 20 et 40 000 références. Dans un Lidl, on a 2000 références. Ça veut dire qu'il y a des gens, si on avait que le modèle de chez Lidl, qui n'auraient pas d'espace pour aller vendre leurs produits. Et donc, je suis très attentif à ce que nos PME, nos ETI, trouvent des espaces parce qu'on aura des ventes connexes. Mais il ne faut pas rêver, c'est comme ça. Moi, je l'ai appris, ce n'était pas ma came au départ, hein, pour être très clair. Mais il y aura 60 à 70% de ce que mangent les Français qui seront achetés, notamment, je ne parle pas hors foyer, qui seront achetés en grande distribution. Et donc voilà les sujets avec lesquels je suis content d'échanger avec vous. Et puis je me permets, et je vous prie d'excuser, Monsieur le Président, un sujet que vous avez abordé, c'est toujours sur une cotisation pour vivre. Il faut une cotisation pour vivre. La seule limite, c'est que vous ne deveniez pas l'ANIA, c'est-à-dire que finalement, c'est ceux les plus gros qui paieraient la plus grande cotisation qui feraient finalement la politique des plus petits. Si vous répondez à cette équation-là, il est normal que vous puissiez essayer de réfléchir à vos cotisations. Et moi, je vous le dis en toute sincérité, la seule chose, c'est que par exemple à l'ANIA, pourquoi c'est le bordel à l'ANIA? Parce que c'est Coca et Nestlé qui décident. Et donc, il faut juste faire attention, un peu comme dans l'esprit d'une vraie coopérative, que ça soit toujours une voix, un homme. Si vous répondez à cette équation-là, il faut plus d'argent parce que oui, dans cette concurrence-là, on a besoin d'un logo fort comme le vôtre. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Ramos. Alors pour terminer, continuez plutôt sur cette conjoncture, Monsieur Cavard.
Oui, on est dans un petit peu un tournant puisqu'on voit que l'inflation là, est en train de s'inverser. Donc, mes chers clients, les distributeurs, ils vont revenir à leur travers normal, c'est la guerre des prix. Et malheureusement, depuis Émile Zola et Au bonheur des dames, on sait bien que c'est le distributeur qui vend le moins cher qui gagne. Donc, ils ont ce tropisme, de toute façon, il faut être le moins cher. Donc, évidemment, il y a toujours cette pression sur le prix le plus bas. Et c'est aussi le consommateur qui décide de suivre ça et qui le fait. Enfin, je veux dire, c'est tout à chacun ici, avec sa carte de crédit, qui décide, qui est dans ce modèle-là. Donc effectivement, je pense qu'on risque de repartir un petit peu sur une pression un peu déflationniste. Et pression déflationniste, ça veut dire pression aussi sur les producteurs. Effectivement, quand on parle de producteurs, c'est les industriels, mais c'est aussi évidemment les agriculteurs. Donc il faut évidemment qu'on évite de tomber dans cette logique-là. Mais cela dit, c'est quand même pas forcément très simple, qu'on est quand même dans un marché ouvert dans l'Union européenne. Le marché de l'agroalimentaire est quand même beaucoup tenu par des multinationales qui optimisent leur rentabilité selon leur site de production. Ce n'est pas forcément fait sur des critères éthiques. Donc voilà, avoir son siège européen aux Pays-Bas, ce n'est pas pour la beauté du climat néerlandais, on le sait bien. Donc vous regarderez où sont les sièges de toutes les multinationales en Europe, c'est là-bas. Donc effectivement, on est dans un point un peu compliqué, se dire il ne faut pas que les producteurs français se retrouvent entre les multinationales qui ont souvent un coût de revient qui est un peu optimisé, et puis les distributeurs qui font la pression sur les prix. Et on va l'avoir, la pression sur les prix. Là, forcément, prochaine négociation, ça risque d'être compliqué. Donc effectivement, l'idée, c'est de se dire comment, avec des labels comme le nôtre, on peut effectivement valoriser auprès du consommateur la valeur ajoutée qu'on amène, valoriser la base de production française, puisque finalement, c'est ça dont on parle, la qualité de nos produits. Et c'est ça qu'il faut qu'on puisse montrer aux consommateurs. Il faut qu'on sorte aussi de cette nourriture un peu globalisée que nous vendent les multinationales. Parce que, pour moi, ça a toujours été une caricature. C'était la pub Tropicana, alors maintenant qui a été vendue par Pepsi Cola, mais on voyait Eduardo, producteur d'orange, on ne savait pas où est-ce qu'il était, où est-ce qu'il vivait et comment il vendait. Voilà. Donc c'était typiquement le produit globalisé par excellence. Il faut vraiment qu'on fasse l'inverse. Et c'est là où on a des choses à faire pour le consommateur français. Monsieur Brizou. Moi, je voulais revenir sur une idée qui m'est venue ce week-end au So Good Festival. Je sais que vous étiez à Marseille, où on a essayé de travailler justement sur les imaginaires, en tout cas les futurs souhaitables. On a beaucoup discuté du ministère de l'Agriculture et du ministère de la Santé. Est-ce qu'il n'y a pas finalement un ministère de l'Alimentation qui devrait se créer pour regarder peut-être le sujet de manière un peu différente et se dire où est-ce qu'on alloue notre argent? Parce que je pense que si on mange bien sainement, on évite une grosse partie de nos problématiques de santé. Donc ça n'a pas été repris dans le gouvernement actuel, mais peut-être dans un prochain. Et après, pour revenir sur réconciliation, moi, c'est quelque chose dans lequel je crois beaucoup. J'ai quitté, je vous parlerai peut-être de Danone après, mais j'ai quitté Danone il y a 1 an. Et je pense qu'aujourd'hui, on a essayé de pousser une transition agroécologique, mais on a oublié de se poser la question de qui allait payer. Donc on a l'impression qu'on allait faire de l'agroécologie, qu'on allait faire de la compétitivité, et puis qu'il y avait une baguette magique, ça allait coûter le même prix. Et en gros, on passerait au sujet suivant, on aurait trouvé une solution pour le carbone, l'eau, la biodiversité, etc. Bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc aujourd'hui, qui doit trouver la valeur, ce sont les marques. Et qui doit payer, c'est le consommateur. Donc c'est une histoire de est-ce que la valeur du produit, le consommateur est prêt à payer pour la valeur et les engagements de la marque par rapport à l'amont. Donc moi, en tout cas, ma conviction, c'est à cet endroit qu'on doit investir et surtout trouver cette équation de valeur entre la valeur que le consommateur est prêt à payer pour notre produit et engager une transition agroécologique. Et pourquoi je dis ça? J'ai connu trois sujets sur lesquels j'ai travaillé. Donc, la filière laitière, sortie des quotas. Donc, j'étais en charge de redessiner toute la partie contractuelle avec les éleveurs laitiers, donc sur la partie prix et volume. On a beaucoup travaillé sur les coûts de production avec Danone, mais on s'est vite confronté finalement à des sujets de compétitivité avec d'autres industriels. Nous, on était sur un marché très intérieur et d'autres industriels étaient sur plutôt des dynamiques de marché export. Et donc, très vite, on se retrouve à des discussions en interne sur oui, mais on est plus cher que les autres, etc. Donc la démarche, si elle n'est pas labellisée ou si elle n'est pas certifiée et reconnue par le consommateur, elle marche quand le marché est haut
Mais dès que le marché baisse, on se retrouve dans une problématique de compétitivité. Donc, et d'ailleurs, je pense qu'une entreprise a fait ça très bien, c'est qui le patron, ils ne sont pas certifiés équitables, mais ils ont renversé la table en se disant, combien t'es prêt, consommateur, à payer le lait? Ils ont pris en étau la grande distribution en disant c'est 1,27 €, et aujourd'hui, à Lactalis, ils vont son lait à 1,25 €. Donc ils ont réussi quand même à réinverser cette dynamique. Donc j'aimerais qu'ils soient dans une dynamique de certification, mais c'est une belle réussite et c'est possible de changer la donne. Une deuxième expérience que j'ai connue, j'ai travaillé pour Blédina, où j'ai travaillé activement à faire cette transition agroécologique. Et comment on l'a fait? On l'a travaillé avec la marque et on a complètement changé l'engagement de la marque sur un marché baby-food. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. Le baby-food, il n'y a pas de marché. Il y a tellement de normes environnementales, sanitaires sur cette filière que le prix, il est plutôt assez stable et il évolue un peu avec l'inflation. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est sur un marché qui est plus intérieur et stable, sans dynamique d'export et de concurrence, on arrive à poser des contrats à long terme, on arrive à parler de transition agroécologique, travailler pour une agriculture de vivant et mettre de la rémunération sur l'indice de régénération. Et je pense que ça, c'est un deuxième exemple intéressant, parce qu'on on a réussi parce qu'on est sorti de la dynamique de marché, on a donné de la visibilité, on a engagé une transition avec les agriculteurs. Et maintenant, ce que j'essaie de faire avec BioHello, c'est justement de se dire, je pense qu'on a été un cran plus loin. Aujourd'hui, on achète un yaourt basé sur la totalité des coûts de production et on valorise au minimum le lait au niveau équitable. Et tout ce qui est création de valeur supplémentaire, on l'a réparti entre BioHello et l'agriculteur. Ça, c'est notre engagement, donc on sait où on va. Et tous les marchés qui ne reconnaissent pas la valeur qu'on porte avec notre produit, en gros, on dit c'est pas pour nous, c'est pas grave, il y en a d'autres qui le feront. Nous, on sait ce que ça vaut, on sait ce qu'on a comme valeur, et donc c'est là-dessus qu'on arrive à développer nos volumes. Donc je pense c'est pour ça que je vous donne ces trois exemples, parce qu'ils sont assez différents. Et aujourd'hui, en tout cas, on arrive à porter une équation de valeur qui est intéressante. Et on bosse avec le lycée agricole du Valentin. Ils nous disent aujourd'hui, nous, on va retravailler également sur notre système de production agricole, grâce au contrat qu'on a avec BioHello. Ils nous donnent de la visibilité, ils nous donnent une meilleure rémunération, et ça nous permet justement de retravailler sur notre dépendance au maïs. Donc ils vont essayer de baisser le maïs, donc baisser la production, pour essayer de mettre en place un système qui est plus durable et plus résilient face aux aléas climatiques. Merci beaucoup. De toute façon, on va avoir l'occasion de revenir là-dessus au vu de vos différentes expériences et ce que vous avez vu évoluer. Monsieur Caquino, pour terminer sur ce point de conjoncture. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis agriculteur dans le sud Vendée, avec ma femme et puis 2 salariés. On est producteur bio depuis 2017. On est aussi éleveur de Black Angus, apiculteur et commerçant. Et je suis président de l'Organisation des producteurs de légumes de la CAVAC. Voilà. Je suis engagé dans AgriEthique depuis 2013. À ce moment-là, j'étais en conventionnel. Et avec la conviction que si, par mon acte de production, je souhaitais améliorer mes pratiques, il fallait une rentabilité qui soit stable. Voilà. Et donc, j'ai commencé à m'engager à ce moment-là. Rappelez-vous, on sortait de la crise des subprimes. Il y a eu une envolée. Tous les producteurs croyaient qu'ils avaient trouvé la mine d'or. On a vite déchanté. Donc c'était, on va dire, les premiers soubresauts au niveau production. Et puis après, les années faisant, j'ai continué dans cette démarche-là. On a développé aussi au niveau des légumes de l'agriéthique avec des partenaires, parce que évidemment que quand on veut développer notamment le bio, avec tous les risques qu'il peut y avoir en termes de production, parce que on n'a plus les protections chimiques de droite, de gauche, qui permettent d'assurer un volume plutôt régulier. Et donc, je me suis engagé en bio grâce à des prix contractualisés sur 3 ans avec ma coopérative.
sous le label agriéthique. Et entre parenthèses, ce qui me permet aujourd'hui de ne pas déconvertir. Et c'est ça aussi qui est important. Et moi, il y a une chose qui aujourd'hui, au vu des derniers événements, hein, on a eu le Covid, tout le monde à ce moment-là croyait, même ceux qui faisaient de la vente directe, hein, des producteurs, que ça y est. Il y a eu un événement qui a renversé la table, la grande distribution, c'était derrière nous. On voit que celui qui a le pouvoir, c'est celui qui a la carte bleue. Voilà, ça, faut jamais l'oublier. Ceci étant, lorsqu'on regarde les tendances de consommation, on voit que, comme tous les secteurs, la grande distribution, notamment certaines avec les hyper, sont aussi très mal. Tout est en train de se transformer. Mais j'appelle aujourd'hui, nous, en production, vous avez vu la météo qu'on a cette année. Là, c'est la cata. Là, je vous garantis, c'est la cata. Vous avez vu les commentaires pour la production de blé, mais on peut aller sur la production de légumes aussi, en termes de quantité, de qualité avec la pluie qui altère nos différentes récoltes, que ce soit du haricot blanc, du pois chiche ou autre. Et donc c'est important qu'on ait, nous, justement, cette rémunération de garantie qui permet de fournir aux transformateurs les quantités durablement. Parce que la crise géopolitique aujourd'hui qu'on a dans le monde et qui a été, on va dire, l'épiphénomène, bon, il y en a qui sont mis plein les poches hein, avec la guerre en Ukraine. Hein. Non, je sais bien. Mais bon, la preuve en est qu'aujourd'hui, il y a toujours la guerre en Ukraine et puis que les prix ont retombé, quoi. Et donc aujourd'hui, nous, c'est important qu'on puisse offrir, et je pense qu'il y a une prise de conscience des gens aussi qui sont présents et qui sont engagés dans le commerce équitable, que demain, leur enjeu majeur, c'est d'avoir du produit. Pour avoir du produit français, de qualité, avec des engagements, il faut une rémunération parce que c'est comme ça que chacun fera son business. Voilà. Merci beaucoup. Et merci à tous pour ces premiers éléments de contexte. On a pris un peu de retard. Alors, on va rester avec nous, Monsieur Caquinot. Ça n'est pas de votre faute. Alors justement, on va rester avec vous, Monsieur Caquinot, et rentrer directement dans le sujet. Au vu de ce contexte, justement, comment peut-on créer des contrats sécurisés avec les transformateurs et les distributeurs pour garantir un revenu décent aux agriculteurs? Ah, alors là, il faut... je pense que chacun dans son couloir réagit à ces problématiques. Alors, l'exemple que je donnais de la guerre en Ukraine, il y en a qui se sont aperçus que... ah mince, je croyais que l'huile de tournesol est fabriquée en France. Ah ben non, du tout. On n'avait plus d'huile, on n'avait plus de moutarde, on n'avait plus de ceci, on n'avait plus de ça. C'était la même chose pour la pharmacie avec l'histoire du Covid. Et donc, à un moment donné, je pense que c'est une prise de conscience, déjà. Et c'est ce que vous disiez par rapport aux pommes de terre. Lorsque les entreprises sont ancrées sur un territoire, elles sont bien sûr au contact de leurs fournisseurs, de leurs producteurs, et sont plus à l'écoute des problématiques. Et donc, lorsqu'il y a des dirigeants, comme le dirigeant, on va dire, historique de la boulangère qui nous a accompagnés au tout début, c'est la conviction des personnes de dire... Pour que mon business soit durable, ok, il y a l'histoire des négos, de prix, machin, ok. Mais il faut que je puisse garantir à mon client final et au consommateur que ce produit-là, il est bon pour sa santé, il est bon pour l'économie, il est bon pour son territoire, et le label
est là le tiers de confiance pour certifier la chose. Voilà. Mais ça passe, je dirais, comme dans toute affaire, par la conviction des hommes et des femmes que ce modèle-là, ce sera le modèle le plus résilient, le plus durable pour demain. Merci. Quand on a préparé cette table ronde, vous avez beaucoup insisté sur une chose en disant que le secteur agricole ne pouvait pas être traité comme un secteur économique comme les autres, pour différentes raisons, et j'aimerais bien que vous puissiez nous l'expliquer. Alors, oui, on va dire d'une certaine Jean Parisien, on pourrait dire que ça pourrait être vu comme un secteur économique comme les autres au travers de prismes de grandes entreprises. Ce qu'il faut avoir la conscience, c'est qu'on touche à l'alimentaire. Et ça, c'est vrai que depuis des décennies, tout le monde a ce qu'il faut dans son assiette. Demain, ça peut ne plus être le cas. Et donc, il y a des études qui sortent, je lisais dans le train, les risques de rupture d'approvisionnement pour les sites où il y a une forte densité de population, bien sûr, tous les grands sites urbains et tout ça. Et aujourd'hui, je pense qu'au travers de personnes de conviction, qui sont aux manettes législatives aussi, avec la conviction, comme je vous l'ai dit, des entrepreneurs de territoire, qu'on peut faire bouger les lignes. On a besoin d'être accompagné. On a besoin d'être accompagné. Et je pense que des gens comme M. Ramos et puis sa force de conviction, parce que je lui ai rappelé que moi, je me souvenais de lui en 2017, parce que pour la petite histoire, j'ai travaillé 10 ans chez Auchan. Et quand j'ai vu Auchan, et puis avec un monsieur, avec son camion, avec ses oignons, et qui expliquait la problématique, j'ai dit, voilà, ça, c'est un mec qui a tout compris, quoi. Merci beaucoup. On va passer à vous, Monsieur Brizou, en déplaçant le curseur sur une vision un peu plus agro. Alors, vous l'évoquiez dans votre introduction. J'aimerais que vous en parliez peut-être un peu plus. Mais comment est-ce que vous avez vu évoluer cette situation, cette conjoncture dont on parle dans le temps, et puis au fil de vos expériences maintenant, en nous précisant évidemment maintenant chez Bio & Lo comment vous mettez en place cette démarche qui puisse allier en effet transition agro-environnementale et compétitivité. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit avant, parce que sinon ça va saouler tout le monde. Mais peut-être en préambule, pourquoi est-ce qu'on rejoint Agriéthique ? Parce que on a mis Bio & Lo dans notre marque, donc on est sur des filières bio. On aurait pu choisir de rejoindre un autre label de commerce équitable plus bio. La conviction qu'on a, nous, c'est le et en fait, le conventionnel et le bio. Pour nous, le phare, ça reste l'agriculture bio qui répond aux enjeux en tout cas de biodiversité. Avant le carbone, on a une érosion de la biodiversité qui est catastrophique. Donc pour nous, c'est quand même cet agriculteur qui répond aux enjeux de biodiversité, d'eau, de carbone. Et en même temps, sur la partie conventionnelle, tout le travail qui a été fait sur régénération des sols, compétitivité, et également pénibilité du travail, on se dit que les deux agriculteurs doivent s'aider. Donc on a plutôt envie d'être dans le « et », on est en sortie de crise, on ne va pas repartir sur comme ce qu'on a fait auparavant en disant la bio c'est la meilleure et on est tout seul, non. Je pense qu'il faut qu'on construise l'avenir ensemble, en tout cas c'est notre postulat de départ. Sur la partie peut-être compétitivité, donc je vous ai dit, on est 3 anciens de Danone, donc pour maintenir les exploitations bio, parce que je parle beaucoup d'élevage, mais notre objectif c'est de se diversifier sur d'autres filières. Nous, on veut ramener le meilleur de l'industrie au service de la transformation fermière. Je vous invite à venir visiter ce qui a été fait au lycée du Valentin. Donc c'est là où il y a Tech & Bio, donc on en verra peut-être certains de vous l'année prochaine. On a essayé de mettre une petite usine Danone dans une cour de ferme. Donc c'est marrant, c'est deux mondes qui se rencontrent. La transformation fermière, parfois, c'est un deuxième fil à la patte. Donc on s'est dit, nous, on veut ramener de la performance, de la compétitivité sur l'atelier et de faire des volumes.
Parce que je ne vais pas vous apprendre quelque chose. Si on ne fait pas de volume, on a du mal à payer les gens et à créer de la valeur. Donc nous, on installe des outils qui font entre 100 tonnes et 200 tonnes de yaourt. Et on met à peu près une personne pour faire 100 tonnes de yaourt. Donc on est sur des ratios qui sont assez intéressants en termes de performance. Quand on prend Danone, Yoplait, c'est 500 tonnes par personne. Donc on est encore très loin des standards de l'industrie. Mais en tout cas, je pense on est 2 à 3 fois plus performant qu'un outil fermier actuel. Et un énorme enjeu, c'est l'enjeu sanitaire. On a beaucoup de situations. On a eu des problèmes de botulisme récemment en transformation fermière. Donc nous, on veut ramener également ce savoir-faire sur la qualité sanitaire. Aujourd'hui, on fait un yaourt à 50 jours. Quand en transformation fermière, on est plutôt sur du 20 jours. Donc, je ne vous dirai pas tout pourquoi, mais en tout cas, ça nous permet surtout d'ouvrir des clients qui sont très exigeants sur la partie fermière. Voilà, on a des discussions avec l'armée, on est référencé chez Accor, on est avec Elior, Sodexo, Réseau Manger Bio. Je pense que si on n'avait pas ramené ces compétences, on aurait eu du mal à développer ces grands comptes. Donc on met plutôt aujourd'hui, on va dire, la compétitivité au service du maintien d'un mode d'élevage qui nous permet d'être le plus vertueux. Et après, le deuxième enjeu, c'est ramener de l'innovation. L'innovation au service du développement des filières. On entend beaucoup dire le marché de la bio, c'est compliqué, on espère que ça va repartir, mais en fait, ça repartira pas tout seul. Donc si on n'est pas là pour redynamiser ce marché et trouver des solutions, dans 2 ans, on sera encore là. Quand est-ce que ça va repartir ? Nous, on voit en restauration d'entreprise, je le répète, mais 1% de filière bio en restauration d'entreprise. C'est combien l'objectif d'Egalim ? 20%. Non, je dis ça parce que Egalim, c'est une superbe loi si elle est appliquée. Aujourd'hui, notre modèle de développement repose en partie sur le développement de la restauration collective. Donc on a des super caisses d'arrondissement à Paris qui nous soutiennent, mais on a également des restos d'entreprises publics, des collèges, des lycées qui nous référencent. Donc ça marche Egalim, faut le dire. On a besoin de cette loi. Donc en tout cas, je compte sur nos députés, notre gouvernement pour accélérer. Alors, vous nous avez parlé des leviers de compétitivité, des moyens pour y arriver, les compétences, l'innovation, le label. Une question peut-être qui fâche. C'est quoi le coût de la transition écologique pour l'industrie ? Je le dis de manière large, pour vous entendre. L'impact. Le coût de la transition, c'est bien ça. Je vais reprendre plutôt des standards que j'avais moi quand je travaillais chez Danone. On avait travaillé ça avec Nina, qui est dans la salle. Je vais sortir peut-être une bêtise, mais il y avait des coûts de transition ça dépendait des filières. Sur la pomme de terre, le coût est beaucoup plus fort que sur d'autres filières. On parlait en tout cas d'être en indice de régénération au-dessus de 40, entre 3 et 5% entre une culture conventionnelle et une culture, on va dire, régénératrice. Après, on connaît le coût de la bio. Moi, je vais plutôt venir sur la partie financement. Donc, je disais, il faut trouver l'argent là où il est, c'est dans la poche du consommateur. Et ensuite, on a quand même des systèmes d'aide publique qui marchent plutôt bien. Donc, nous, on a été lauréat d'un fonds d'avenir bio. Donc, on a monté un projet de filière sur 2 territoires. On est lauréat, donc on a touché un peu plus d'1,3 million quand même de subventions. Et ça nous permet d'accélérer fort sur notre entreprise. Donc, on a 4 fermes qui vont démarrer. Et dedans, on a également un acteur du réseau Manger Bio qui est là, qui va augmenter ses surfaces de logistique. Donc pareil, ça permet de contribuer à la compétitivité du réseau logistique. Ouais. Je n'ai pas vraiment répondu à la question, mais... Bon, pour ouvrir le débat. Financement. Et puis maintenant, je me tourne vers Monsieur Cavard pour cette question importante de l'approvisionnement. Vous en avez dit quelques mots au départ. Alors, comment on fait pour sécuriser un approvisionnement français avec les agriculteurs sur une culture secondaire comme la pomme de terre, et sur le long terme ? Alors, effectivement, c'est une question importante parce qu'on ne peut pas faire de bonnes chips si on n'a pas une bonne pomme de terre au départ. C'est bête, parce que une chips nature, c'est de la pomme de terre, c'est de l'huile de tournesol, et pour nous, du sel de Guérande. On parlera de la sécurisation aussi sur l'huile de tournesol parce que c'est un vrai sujet. Parce que c'est un marché qui n'est pas du tout sécurisé et les acteurs ne sécurisent pas
même les 2 grands acteurs français qui produisent en France n'offrent pas cette sécurité d'approvisionnement. Et d'ailleurs, on va y répondre parce qu'un de nos projets, c'est de construire aussi une filière huile de tournesol pour avoir une huile origine France garantie. Ce qu'on ne peut pas avoir, y compris avec notre champion national, Avril. Alors, sur les pommes de terre, oui, donc la manière dont nous, on agit, on travaille beaucoup dans Bretagne, donc il faut imaginer le modèle agricole breton, c'est beaucoup de l'élevage, notamment laitier. Et les gens vont faire de la pomme de terre sur une partie de leur surface, on va dire en culture secondaire. Ça va parler de 7-8 hectares sur une exploitation en moyenne à 65 hectares. Alors ça vient de l'origine de l'entreprise. L'entreprise, on était une émanation du groupe Glon, qui est la nutrition animale, et la filière pomme de terre. Et Alto a été créé à l'époque des quotas laitiers. C'était pour amener un revenu sécurisé et complémentaire aux éleveurs laitiers. C'était vraiment la logique. Donc avec un système de prix fixe, et pour garantir cette filière. Donc pour nous, on reste toujours dans cette logique. Toujours, le but, c'est d'avoir des pommes de terre de qualité. Donc on utilise des variétés en pulsion spécifiques, donc qui n'existent que pour faire des chips. Donc c'est nous qui développons les pommes de terre et qui nous les fournissons aux agriculteurs. Comme ça, on est sûr d'avoir les variétés qui nous conviennent. Et en plus, on s'engage à prendre toutes les pommes de terre au moment de la récolte, et on les paye au moment de la récolte. Ce n'est pas eux qui payent les frais de stockage, c'est nous qui nous en chargeons, ce qui n'est pas toujours quelque chose de très simple sur la pomme de terre. Et au-delà de ça, ce qu'on fait aussi avec eux, c'est qu'on a un suivi culturel à la parcelle. C'est-à-dire sur le smartphone des agriculteurs, ils font le suivi de tout leur traitement. Donc on est capable d'avoir un suivi à la parcelle, d'avoir suivi de la météo, savoir ce qui s'est passé. Donc en plus, on est capable de faire ça parce qu'on a une liste restrictive des traitements qu'on peut mettre sur la pomme de terre. Bon, l'ennemi de la pomme de terre, c'est le mildiou. Je vous rappelle, c'est ce qui a causé une famine au 19e siècle. Quand on a eu un beau temps, quand on a eu cet été un peu chaud et humide, je ne vous cache pas que le mildiou, il n'attaque pas que la vigne, il attaque aussi la pomme de terre. Donc là, il y a des traitements, effectivement. Et pour l'instant, en bio, on n'a pas encore trouvé la solution. On a des solutions qui existent en bio, qui marchent bien quand la pression reste faible, mais dès que la pression devient forte, si on veut assurer un minimum de rendement, malheureusement, il reste que la chimie à ce stade. On espère trouver des solutions, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc on fait des tests en permanence, justement, avec notre suivi culturel. Donc on est capable de suivre, en fait, les traitements qui sont faits par les agriculteurs et d'avoir une liste restrictive pour avoir, en plus, le but, c'est d'avoir 0 résidu sur les pommes de terre. Bon, tout ça, donc, on vous a compris, on le fait parce qu'on est capable de garantir un prix à nos agriculteurs, un prix stable. Alors je dis nos, ce n'est pas les miens, c'est parce que c'est nos partenaires qui ont dit ça. Il y a très souvent des visites dans nos sites de production pour que les agriculteurs aillent voir ce qu'on fait avec la pomme de terre. Et ils sont particulièrement fiers parce qu'avec la traçabilité qu'on a, on est capable de mettre leur nom sur les paquets de chips. Donc vous allez avoir Monsieur Ono de Noyal-Pontivy qui va avoir son nom sur le paquet de chips, voilà, en disant que c'est pomme de terre. Donc le but aussi, c'est de sécuriser tout ça, effectivement, avec cette notion de partage. On va faire du progrès agricole, mais aussi on assure de la rentabilité aux agriculteurs. Alors, pourquoi aussi c'est important de sécuriser ? Ce qu'on constate aussi, c'est que, même pour nous, c'est important, parce qu'actuellement, en Europe du Nord-Ouest, il y a une pression très très forte aussi sur la pomme de terre. C'est-à-dire que l'Europe du Nord-Ouest devient une grosse zone de production de frites qui sont exportées partout dans le monde, donc avec des usines essentiellement en Belgique, mais maintenant en France aussi. Et donc la pression aussi augmente en disant on veut aussi on veut des pommes de terre, donc effectivement il y a une grosse pression, négociant pour faire de la pomme de terre. Donc le but pour nous, c'est d'établir une relation long terme avec les agriculteurs avec un revenu sécurisé. Donc on l'obtient grâce au système de contrat. En plus, on l'obtient aussi avec eux parce qu'ils n'ont pas à s'endetter pour faire de la pomme de terre pour nous. C'est nous qui amenons les moyens de mise en culture. Alors, c'est Alto qui investit pour avoir les arracheuses de pommes de terre. Donc, une arracheuse de pommes de terre, c'est 400 000 €. Donc, on a 6 ou 7 hectares, c'est pas la peine d'en avoir une. Donc, c'est nous qui sommes propriétaires d'une ETA qui assure ce service et c'est nous qui stockons les pommes de terre. Donc, ça veut dire que, aussi, le pari pour nous, c'est que chaque année, on doit être compétitif. Parce que les agriculteurs n'investissent pas, ils ne sont pas liés à Alto. Demain, s'ils veulent faire du blé, du maïs, autre chose, ils peuvent le faire parce qu'ils n'ont pas investi. Donc c'est à nous, en plus, d'avoir des prix attractifs. Donc les prix, ils augmentent année après année
bien plus que le coût de production. Donc c'est une culture qui est rentable pour les agriculteurs. Et d'ailleurs, les agriculteurs restent avec nous régulièrement. Alors même si sur une parcelle de pommes de terre, on peut faire des pommes de terre qu'une fois tous les 5 ans, si on veut éviter d'épuiser les sols et avoir des problèmes sanitaires. Donc les parcelles changent chez les agriculteurs, mais il y a des agriculteurs qui travaillent avec nous depuis quasiment la création d'Alto. Donc c'est le moyen de le faire. Alors en plus, maintenant, notre politique, c'est notre filière directe agriculteur, qui traditionnellement couvrait plutôt que 75% de nos besoins. On veut la faire monter à plus de 100%. Avant, on avait décidé de se garder un benchmark, on va dire, avec le nord de la France, qui est quand même la grosse zone patatière de France, à voir quelle était notre qualité, en fait, parce que c'est quand même important de la faire. Et puis, on s'aperçoit que dans le Nord, on n'est plus content de la qualité de ce qui vient. On a un niveau d'exigence à la limite qui est supérieur à ce qui nous viendrait sur le marché. Et surtout, il y a cette notion de progrès en agriculture qu'on n'est plus capable, on n'a pas la certitude qu'on achète des pommes de terre dans le Nord. Donc il y a certains de nos clients, alors je ne parle même pas de la marque Bretz, je parle même en marque de distributeur. Vous avez un distributeur comme U qui veut pousser des systèmes de filière. C'est-à-dire qu'il voudrait qu'on puisse leur garantir une filière intégrée avec une traçabilité totale sur les chips, enfin sur les pommes de terre, dans les chips sur lesquels on est en train qu'on fait pour eux. Et ils sont capables, là-dessus, ils sont prêts à s'engager, à payer, à sortir ça du jeu traditionnel des négos, qu'on peut avoir aussi en marque de distributeur. C'est-à-dire que c'est aussi une manière de valoriser mieux nos pommes de terre. Donc pour l'instant, en marque de distributeur, on n'était pas complètement en filière, puisqu'on réservait la filière pour la marque Bretz. Donc maintenant, pour la marque de distributeur, on veut aussi aller complètement dans ce sens-là. Donc, dire qu'il y a aussi, on parle de distributeurs qui peuvent être aussi vus comme les gros méchants, mais ce n'est pas forcément tous des gros méchants, parce que eux-mêmes ont cette conscience qu'il y a une demande du consommateur d'avoir du mieux dans leur alimentation, d'avoir de la traçabilité. D'accord ? Donc ça, c'est important. Alors, en termes de sécurisation, on parlait de l'huile de tournesol. Effectivement, quand il y a eu la guerre en Ukraine, patata, évidemment, s'est retrouvé, puisque nous, on n'utilise que de l'huile de tournesol. Donc nous, on a 2 fournisseurs, c'est Cepol et Cargill. Alors depuis des années, ils nous disent, oui, ne vous inquiétez pas, nos graines de tournesol, c'est à 100% origine, 95% origine France. Bon, à chaque fois, on leur dit, non, 95, on s'en fout. Nous, c'est 100%. C'est 100%, c'est ce qui est important pour le consommateur. Quand on parle d'origine France, c'est des graines françaises, c'est de la trituration en France et du raffinage en France. Ça, c'est la boucle complète. Donc, effectivement, pendant le Covid, pendant la guerre en Ukraine, on a eu des coups de chaud. Alors, effectivement, nos 2 fournisseurs nous ont fourni à des prix qui étaient un petit peu déconnectés des prix de la graine payée aux agriculteurs français. Bon, en fait, il n'y a même aucune connexion, parce que l'huile de tournesol raffinée ne fait pas partie des Galim. On n'a aucun indicateur. Donc, on ne sait pas à quoi se rattacher. Donc, de temps en temps, on achète de l'huile. On nous dit, oui, alors le dollar monté par rapport à l'euro, alors en fonction des prix de marché mondiaux, le prix de l'huile augmente. Alors, on explique, on essaie de comprendre comment est-il possible, avec 95% de graines françaises, on se réfère au prix du dollar. Moi, je ne comprends pas. Voilà. Donc nous, on va monter là bientôt, donc, avec mes voisins de chez Sanders, il y a une usine Sanders à côté de chez nous. On va acheter des graines en France. Sanders va nous vendre l'huile brute sur un prix fixé sur le prix de la graine. On va faire le raffinage chez nous et ça va alimenter notre usine. Donc on va avoir un prix d'huile qui va être complètement connecté au prix payé par l'agriculteur, qui va être en principe une forte probabilité qu'il y ait la CAVAC qui soit impliquée dans le schéma. Le but, c'est d'avoir ce même système. En fait, on va sécuriser notre appro et avec une origine France garantie, parce que c'est ce que veut le consommateur. Alors je le dis parce que le consommateur le veut, parce que nous, on a la marque Bretz, on a eu la chance d'avoir quand même pas mal progressé en part de marché. L'année dernière, on était à 15% de part de marché, on devrait être cette année à plus de 19%. Et l'année dernière, on avait gagné 4%, l'année dernière, 3%. En fait, dans l'identité de la marque Bretz, il y a ce produit en France, avec pommes de terre françaises, et cette notion de confiance qu'on met. Donc c'est pour ça aussi qu'on est allé sur Agriéthique, parce que c'est aussi la notion de juste rémunérateur, de rémunération d'agriculteur, et on sait d'où viennent les pommes de terre. Donc pour nous, moi je considère que c'est un avantage économique d'avoir ce label.
Mais ça va renforcer notre identité de marque en faisant ça. Bon, par contre, là, je vais peut-être casser un peu le charme quand même de tout ça. On a fait aussi des études consommateurs en se demandant est-ce que Agriatique va nous permettre d'augmenter nos prix? Bêtement et méchamment. Enfin, c'est bon. Les consommateurs sont très contents d'avoir le label Agriatique. Par contre, ils ont dit que ça ne sera pas un centime plus cher. Donc, on va le faire. On sait que ça renforce l'identité de notre marque et ça, c'est du long terme. À très court terme, il ne faut pas y voir un impact économique positif. Hein. Voilà, je le dis. Voilà. Donc ça nous permet de renforcer la notoriété de la marque. Alors, et pour finir, parce que je vois que en fait, ce qu'on est en train de faire sur, je dirais, cette notion de localitude de production, hein, en fait, Lay's est en train de pédaler derrière nous. Alors, Lay's, donc, c'est le groupe Pepsi-Cola, ils se produisent en Belgique et en Espagne pour alimenter le marché français. Comme ils ont un peu de mal actuellement sur les chips aromatisés qui sont notre spécialité, ils ont lancé une gamme paysanne où ils copient pas mal de nos produits. Et c'est marrant, ils mettent pommes de terre françaises dessus. Donc en fait, leur usine de Burgos en Espagne, qui fait la gamme paysanne aromatisée, est alimentée en pommes de terre françaises. Parce que je pense que justement, même pour eux, pour la force de leur marque, c'est important d'avoir ça. Donc il y a quand même, tout à l'heure j'étais un peu... je dirais, un peu favorable en parlant des multinationales. Mais même les multinationales, je ne suis pas convaincu que la globalisation de la nourriture, ça soit maintenant la bonne voie. On parlait de Danone, mais même Danone, on le voit bien, ils font aussi du bio, avec la marque Les Deux Vaches, avec d'ailleurs un produit qui est très bon. Ils sont aussi dans cette notion. Ils s'aperçoivent que le consommateur, ok, il veut le produit moins cher, mais il veut aussi du sens derrière. Donc, c'est une notion long terme qui arrive. Merci beaucoup. Si je vous demandais très rapidement de me résumer un peu, en vous basant évidemment sur votre expérience, sur ce que vous avez construit, et puis ce que vous avez observé, pardon. C'est quoi les facteurs clés majeurs pour réussir à faire cette transition agroécologique pour une entreprise ? Alors déjà, il faut de la conviction. Je veux dire que de temps en temps, vous pouvez avoir la tentation du court terme et de céder parce que il y a une crise d'approvisionnement. C'est mon boulot d'ailleurs, c'est rappeler à tout le monde, ça fait pas partie de nos valeurs de le faire. Non, et c'est un vrai engagement du patron qui est derrière. Alors la chance qu'on a, c'est que c'est un actionnariat familial. C'est quand même plus facile de se dire qu'on est une société cotée. Dans le passé, j'ai travaillé dans une société cotée où on a la pression économique, nous on ne l'a pas complètement. La performance économique est importante, mais je veux dire, le résultat trimestriel, on s'en fout. Enfin, je veux dire, c'est pas la question. Donc on va se dire, il faut prendre des choix et puis le tenir dans la durée. Et c'est vraiment cet engagement dans la durée qui est important. Voilà. Alors, une des difficultés auxquelles aussi on s'expose, et parce que nous, on se gratte aussi un petit peu la tête au sein de l'entreprise, c'est la décarbonation, parce qu'il faut qu'on travaille dessus. Et je me gratte la tête, il me reste plus beaucoup de cheveux, c'est à cause de ça, certainement. C'est comment est-ce qu'on fixe nos objectifs de décarbonation, avec quels moyens, vous voyez ? Parce que, mine de rien, le même moyen pour le faire, c'est mettre des euros derrière. Pour l'instant, les euros, j'ai du mal à les mettre derrière. Il faut faire entre planter des arbres, faire une chaudière biomasse, parce que même la chaudière biomasse, on dit « Oh, le bois, peut-être que ce n'est pas neutre en carbone. » Donc, voilà. Actuellement, nous, on a du mal à chiffrer, à se mettre, dire c'est quoi la trajectoire, parce qu'on a du mal à chiffrer, en fait, aussi. Et là, ce serait pas mal que les pouvoirs publics nous aident aussi, mais vraiment en nous disant quelque chose, quoi. Parce que sur la trajectoire carbone, on dit il faut arriver à l'équilibre carbone, bon, très bien, mais comment, quoi, c'est quoi le prioritaire ? Et moi, je regarde de temps en temps, je suis comme un peu un écureuil devant une brosse à dents, hein, quand je suis dans la décarbonation, c'est comment est-ce qu'on va décider de nos trajectoires. Et pourtant, on fait un bilan carbone depuis 15 ans. Maintenant, on connaît où ça se passe le carbone chez nous. Bon, évidemment, ça se passe sur la pomme de terre, on en a parlé, effectivement. C'est une bête à chagrin, la pomme de terre. Mais effectivement, là, c'est ça. J'aimerais bien avoir aussi une aide là-dessus, sur les trajectoires, qu'est-ce qu'il faut faire, tonnes carbone dans le temps, comment ça se passait. Et je ne parle pas de mettre des impôts, parce qu'en France, on sait mettre des impôts partout. On sait mettre des impôts partout. Peut-être il faut le mettre à la fin, mais
Je ne suis pas complètement sûr que ce soit toujours sur les entreprises, surtout si on le fait en France et que nos concurrents européens n'en ont pas. Moi, j'ai une taxe sur le gaz, ça s'appelle l'accise sur le gaz, et mes concurrents étrangers ne l'ont pas. Ouais. Donc, bon, c'est bien, la taxe carbone, c'est très bien. Dans le principe, c'est très bien. Mais qu'on dispose vraiment d'indicateurs en disant que c'est par là qu'il faut aller, c'est la bonne voie, voilà. Pas que d'avoir d'incertitude de calcul, en fait. C'est pas nous qui devons fixer les règles du jeu. On ne peut pas fixer et les règles et la voie. Ben, vous me facilitez beaucoup la tâche, Monsieur Cavard, parce que justement, on va parler un petit peu plus avant avec Monsieur Ramos de ces sujets. Mais juste avant, je crois que Monsieur Brizou voulait réagir. J'avais une petite proposition à vous faire. Non, je pense que c'est ce qu'a travaillé PADV hein, sur des territoires. L'enjeu territorial, c'est de maintenir l'élevage. Aujourd'hui, dès qu'on retourne un hectare de prairie sur un territoire, c'est une catastrophe d'un point de vue carbone, érosion des sols, eau. Donc je pense que vous avez un rôle justement en tant que patatier de prendre conscience de votre activité. Pas que vous, hein, parce que plus on fait de patates en France, moins bon c'est quand même pour la partie, on va dire, carbone et également eau. Donc moi, si j'étais vous, Non mais je peux finir ou pas? Oui, mais je vais faire une remarque. Ah non. Non, sur l'eau, carrément, érosion des sols. Et... L'érosion, elle vient de quoi? Elle vient de quoi sur la patate? Elle vient quand il y a des chutes d'eau. Ah oui, ça emporte du sol, oui. Mais elle vient de quoi, l'érosion? Non, mais en fait, je vous pose la question. Non, mais je pense que c'est pas un cliché. On est là pour ça. Moi, je pense qu'il y a justement quelque chose qu'il faut faire sur les territoires, c'est travailler avec les autres acteurs, de se dire c'est quoi la trajectoire du territoire pour maintenir de l'élevage. Je pense que c'est juste, l'élevage est important sur les territoires. Monsieur Cavard, oui, vraiment, est-ce que juste une minute, parce que vous avez compris, je ai expliqué tout à l'heure qu'on ne faisait pas de monoculture de pommes de terre. Je veux dire, on est en complément de revenus par rapport à des éleveurs. Donc justement, on fait des rotations sur les parcelles. Le but, c'est éviter justement d'avoir une monoactivité. Et justement, c'est ce qu'on fait, c'est éviter ça. Donc, effectivement, l'érosion, et là, je ne parle pas, parce que regardez ce qui se passe dans le Nord. Là, dans le Nord de la France, c'est la caricature. Mais justement, le but, c'est d'éviter ce genre de choses. Et aussi, sur la culture de la pomme de terre, et c'est là où aussi il faut travailler sur les nouvelles cultures, c'est regarder la suppression du tamisage. Parce qu'actuellement, grosso modo, la pomme de terre, beaucoup de gens tamisent parce que ça permet d'améliorer la qualité des pommes de terre. On évite les chocs. Alors, par exemple, ça veut dire les chocs, ça veut dire les bleus. Et sur la chip, c'est la tache bleue dont ne veut pas le consommateur. Maintenant, il y a des technologies qui existent. On est capable de supprimer le tamisage. Mais évidemment, la solution de facilité, c'est de faire comme avant, comme toujours, comme ça a toujours marché. Voilà, donc effectivement, mais je suis d'accord, il faut faire la rotation. Et sur l'élevage, la difficulté, c'est comment on maintient l'élevage en région. Moi, je viens de Bretagne. Actuellement, c'est une catastrophe. Les agriculteurs en moyenne ont plus de 50 ans. Et être éleveur laitier, c'est quand même le métier qui est le plus compliqué et le plus dur. C'est le métier où vous travaillez 7 jours sur 7, matin et soir. Typiquement, les jeunes agriculteurs, ils préfèrent à la limite faire du végétal que de l'animal maintenant. Alors comment justement on peut arriver à ce que les agriculteurs dans l'élevage gagnent suffisamment leur vie pour attirer les jeunes? Et c'est la grosse question. Merci beaucoup. Je voulais pas tirer sur la patate, je disais juste que l'enjeu c'est de maintenir l'élevage sur les territoires, aller en Haute-Normandie et aller voir les rivières. Merci beaucoup. On y reviendra peut-être à la fin. Alors, on a parlé du contexte, des moyens, des expériences qui marchent. Et on va là maintenant un peu plus explorer avec vous, monsieur le député, le cadre législatif et réglementaire pour garantir justement cette agriculture vertueuse et performante. Alors, évidemment, le nouveau gouvernement vient d'être nommé samedi dernier. Je suis sûre que dans la salle, beaucoup de personnes ont des questions ou en tout cas se demandent justement quelles vont être les prochaines priorités données justement au secteur agricole. Alors, je dis ça parce qu'évidemment, il y avait déjà des textes en préparation. Je pense à Egalim et justement au projet de loi d'orientation agricole qui a changé de nom. Mais vous peut-être nous dire un petit peu plus sur ce qui va être mis sur la table. Alors, ce qui va être mis sur la table, je ne peux pas vous en parler parce que c'est les ministres eux-mêmes qui vont un peu décider. Mais 2-3 choses. Moi, j'ai été dans ceux qui ont, sur la loi Egalim 1, qui a poussé le local
et le bio. J'étais dans celui qui a, dans la loi Egalim, le plus poussé ça. Et donc on avait gagné ce combat-là. Et honnêtement, il n'était pas gagné. Hein, parce que les gens comme la FNSEA, qui sont puissants, ils n'avaient pas envie qu'on gagne. On a gagné parce qu'on était quelques députés de tous les bords politiques, hein, à vouloir pousser cette affaire-là. Et derrière, évidemment, il y avait du lobbying. Et c'est pour ça qu'ici, Agriéthique, c'est utile. Parce qu'il y avait des lobbying qui sont plus puissants que nous, souvent. Et donc, là, je suis rapporteur donc, sur l'évaluation d'Egalim. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Egalim, notamment dans la restauration scolaire, c'est absolument pas du tout... c'est hors la loi. Alors, nous, on fait des lois, et derrière... Les collectivités locales ne respectent pas la loi. Elles nous disent aussi, évidemment, je peux pas payer plus, les parents ne peuvent pas payer plus. Mais quand on demande on va dire à l'État, soit de faire des économies, soit pas de faire de dettes, les collectivités locales, elles ont aussi le moyen de lever de l'impôt et de décider de donner des choses correctes à la cantine chez les gamins. Des corrects, c'est-à-dire un produit qui est sain, qui est durable et qui est local. Donc ça, c'est pour moi très très important. Tout à l'heure, j'entendais sur un produit de qualité, il faut avoir de la conviction pour pouvoir ça. Moi, j'ai écrit un livre aux éditions de l'Aube sur les additifs alimentaires, c'est Poison. Et je raconte au début un copain cuisinier, je lui dis c'est quoi bien cuisiner? Et il me dit c'est éviter tous les raccourcis. Voilà. Et donc, ça veut dire que ça, c'est pour moi très, très important. Et puis, comme le voisin taquine le voisin, je vais taquiner mon voisin, mais je ne demande pas de réponse. J'ai été quand même chagrin que Danone se retire du Nutri-Score et décide, sur les produits où ça l'arrange, de foutre du Nutri-Score, et là où ça ne l'arrange pas, de ne pas en mettre. Donc, comme j'ai entendu 4 fois le mot Danone, je ne voudrais pas qu'on en fasse que la promotion positive. Il faut aussi qu'ils balayent ces grands groupes devant leur porte. Non, mais je sais que vous n'avez pas d'action, mais... Comme j'ai vu que chacun taquinait l'autre, ça m'a amusé de le faire, etc. Mais c'est quand même à la fois très important. Je voudrais juste vous dire quelque chose, parce que je pourrais vous dire sur les textes ce qu'on va essayer de faire. Il va y avoir à la fois l'évaluation d'Egalim. Donc là, il va falloir que... Parce que le député, il doit fabriquer la loi, contrôler l'action du gouvernement, mesurer les politiques publiques. En général, on nous fout dans une lessiveuse, ils enlèvent le bouton arrêt et ils nous font tourner texte par texte pour qu'on regarde les prochains textes en 3 jours pour pas justement mesurer les politiques publiques. Donc c'est pour ça qu'on a fait cette commission de contrôle pour pouvoir le faire. Donc le gros travail, ce sera de regarder ce qui marche dans Egalim et ce qui ne marche pas, entre guillemets, faire en sorte que ça marche et obliger au minimum de respecter la loi. Il y aura un Egalim 4 qui était un peu dans le tuyau. C'était Isard et Babot qui avaient initié ça, qui étaient 2 députés mais qui n'ont pas été réélus. Et donc ça va être un peu dans le tuyau. Je suis un peu prudent parce que moi je considère depuis très très longtemps, en 2001 je me rappelle, je faisais une conférence de presse à l'hôtel Pullman. On avait que des cacahuètes à bouffer parce qu'on n'avait pas de rond, avec Serge Hetzberg qui faisait le Nutri-Score. Moi je lançais un faux produit. Et l'ANSES avait tapé le Nutri-Score, mais tapé violemment. Il était contre le Nutri-Score. Et donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que moi, je ne raisonne pas tellement de la fourche à la fourchette. En 2001, ça me fait sourire parce que c'est un truc que j'avais déposé à l'INPI. Je suis un entrepreneur. J'ai fait de procès à personne qui ont utilisé après 2001 de la fourche à la fourchette. Mais j'ai dit, mon raisonnement aujourd'hui, il est complètement inverse. Je pense qu'il faut aller de la fourchette à la fourche. On l'a dit tout à l'heure, le consommateur est devenu un consommateur. On l'a dit aussi, la carte bleue, elle est quasiment aussi puissante, voire plus puissante qu'un bulletin de vote dans le choix de consommateur. Mais il faut partir de la fourchette. Si on croit qu'on va faire comme après-guerre, on pousse à coup de fourche, on produit, on ne sait pas trop comment, mais à l'époque, beaucoup de paysans n'étaient pas formés. D'accord ? C'était les vendeurs de poudre de perlimpinpin qui venaient mettre ça dans la tonne dans le tracteur. Et derrière, on ne produisait pas cher, il y avait quelqu'un pour le manger. Ça, de toute façon, c'est terminé. Alors, on est confronté à ce qui a été très important tout à l'heure, qui a été dit, c'est qu'on a un problème. Aux États-Unis, par exemple, vous vendez à la grande distrib, à Walmart, un produit. S'il ne tourne pas assez dans le rayon, ils vous virent. Mais vous le vendez au prix que vous voulez. S'ils n'ont pas leur rotation, il est sorti, parce que ça ne répond pas à leurs objectifs. En France, les 5-6 gros acteurs, je vous parlerai d'une commission d'enquête que je devrais faire sur les services qui ne sont pas des vrais services de multinationales qui sont à l'étranger, multinationales et de services, c'est-à-dire de la grande distribution. C'est les parts de marché qui font que les mecs ils sont plus forts. Donc il y a une course à celui qui est le moins cher.
Cette course, elle est mortifère. C'est pour ça que j'aime bien Michel-Édouard Leclerc. Bon, de temps en temps, il m'appelle plus là, hein. Il m'appelait quand même avant. C'est celui qui, de plus en plus, a fait en sorte d'aller essorer le prix chez les producteurs. Et donc, il donne le là aux autres. Et si les autres, je pense à Dominique Schelcher, que je connais bien, je travaille beaucoup avec Dominique Schelcher, je vous l'ai dit, etc. Si les autres ne suivent pas, ils perdent des parts de marché. Hein. Comment le patron d'Aldi a été viré parce que la Gestapo allemande elle est arrivée, elle lui dit stop, tu perds des parts de marché, mon gars. Ça c'est la réalité économique. Et donc, comment nous, le législateur, c'est compliqué, on peut faire en sorte que la grande distribution, notamment Leclerc qui est le leader, qui veut acheter moins cher que les autres, on l'empêche dans ce cercle qui n'est pas vertueux. Parce qu'aujourd'hui, dans la grande distrib, eux-mêmes vont nous montrer des comptes, à juste titre, où ils vont être en difficulté économique. Sauf qu'un Leclerc, un patron de Leclerc, moi, vous savez, je regarde un truc, moi, je gagne 4 300 € net par mois après impôt. Je gagne bien ma vie, je ne me plains pas, mais je ne deviens pas millionnaire. Hein. Moi, je regarde la liste des plus riches dans mon département. Aux impôts, j'ai le droit d'aller regarder ça, vous aussi, hein, vous pouvez y aller dans votre département. C'est toujours les patrons des Leclerc et compagnie qui sont dans le haut du panier. Hein. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, eux, aujourd'hui, le prix dans le rayon n'est plus ce qui leur rapporte de l'argent. Ils sont propriétaires de leur galerie marchande, ils louent des mètres carrés, par contre, il faut faire du flux. Et donc, ce n'est pas le produit final qui, finalement, leur apporte aujourd'hui à celui qui est indépendant, qui a un Inter ou qui a un Leclerc, c'est le flux qu'ils ont généré dans la galerie marchande qui fera quand même que le mec qui vend des godasses, il arrive à payer son loyer et qu'eux s'enrichissent. Et donc là, on aura quelque chose à faire dans la législation, à faire en sorte comment on arrête cette affaire-là, notamment, vous voyez, je vous dis que je suis avec vous là, je terminerai chez l'inauguration Lidl, et ce matin, j'étais avec un petit déjeuner avec Emmanuel Vastnex, le patron de la laiterie de Saint-Denis de l'Hôtel, entreprise 100% familiale, qui fait le lait, c'est qui le patron, et puis l'un des patrons de la DGCCRF. Et donc, comment on fait que ces hyper-concentrations, ça déséquilibre pas aujourd'hui l'achat ? Quand vous avez aujourd'hui 5-6 acheteurs qui vont vous acheter, et que vous êtes des milliers, on est déséquilibré. Moi, par exemple, je le dis avec des organisations similaires à la vôtre, mais je crois à la vôtre parce que la vôtre, vous avez dit qu'il fallait mettre du sens. D'autres organisations, je pense à l'ANIA, c'est pas des mecs qui mettent du sens. Ils sont pilotés par les plus gros. Alors, ils nous donnent beaucoup de chiffres comme quoi il y a des petites PME dedans, mais c'est les gros qui décident à l'ANIA. Et j'ai aucun problème à faire un débat avec le patron de l'ANIA. Il faut donner du sens. Et donc, nous, on doit essayer de faire en sorte qu'on ne soit pas déséquilibré, notamment dans les abus, je dirais, de domination de celui qui achète et celui qui produit. Ça, c'est très, très important. Et faire en sorte que le modèle, qui est le modèle français de PME, d'ETI, soit encore un modèle vivant. Et ça, on aura à travailler sur ces affaires-là. Et je le dis et je le répète, je n'ai pas tellement envie de vous donner de la légistique parce que il faudra la regarder. Il faut qu'on fasse de la politique ensemble. Moi, je ne suis que votre représentant. Faites de la politique. Les gros, ils ont des lobbyistes à tous les étages. Des gens qui sont payés des dizaines de milliers d'euros. Et quand ils vont aller à Bercy, ils vont aller négocier pour le compte d'eux. J'écrirai un jour un livre sur les lobbyistes et je terminerai là-dessus. C'est mon prochain. Il y a 3 types de lobbyistes. Et la technique des lobbyistes, surtout chez les très gros, c'est toujours la même méthode. Et il faut des gens qui soient capables, dont c'est le métier de mettre en relation. Ça, il n'y a aucun problème. Nous, le député, si je ne reçois pas des gens, des groupes d'intérêt de chez Leclerc, etc., j'y comprends rien, je reste dans mon bureau. Mais après, je vois les industriels qui me racontent quand même ce que disent les autres, et avec tout ça, je fais mon miel. Mais il y a un truc qu'il faut interdire. C'est que les lobbyistes utilisent 3 méthodes. La première méthode, c'est fabriquer du cognitif faux. C'est-à-dire, on va aller mettre des millions d'euros dans des études bidons qu'on donnera à des députés pour leur dire « Regarde, j'ai envie, ça a été le cas, moi, de ce que j'ai défendu contre les nitrites dans la charcuterie française. Ils ont été mettre Lafitte, Coste, le plus grand lobbyiste, qui est un voyou, qui est un coquin. Ils ont été mettre 2 millions d'euros pour écrire un faux rapport avec l'INRAE.
Donc c'était même estampillé de l'État. Et derrière, quand on a fait la loi, ils ont envoyé aux députés en disant, envoyez, l'INRAE l'a dit. Cognitif faux. Ensuite, c'est de la connivence. C'est-à-dire, mais ça, il faut le faire. Il faut qu'Agriéthique s'y mette. C'est de la connivence. C'est-à-dire avoir un réseau de députés, avoir un réseau de sénateurs, avoir un réseau de députés européens pour créer du lien en toute confiance. C'est ce qu'on s'emploie à faire. Exactement. Et le deuxième élément, le dernier élément qui est pour moi très très important, c'est de proposer des choses qui sont atteignables. Et ça, il faut que quand on monte des projets. Le combat, c'est pas de cognitif faux. Et je peux vous assurer que cette affaire-là, elle est complexe parce qu'ils ont les moyens de faire ça. Et je le dis à ceux qui sont dans la salle, on bosse un peu, mal peut-être, mais on bosse. Le député, votre député, moi également, je suis toujours preneur, je ne vous dis pas que je viendrai demain matin, à visiter votre entreprise, votre petit labo, etc. et être un accélérateur dans des difficultés ou dans des mises en relation. Le nombre de gens en France qui ne sont pas dans ma circo, hein. Emmanuel Vasnex, LSDH, il est dans ma circo, Emmanuel, mais des fois, on n'est pas d'accord avec Vasnex, hein. Mais quand il a été chercher c'est qui le patron, c'est moi qui le bouge. Allez, parce que je raconte l'histoire de la fourche à la fourchette, de la fourchette à la fourche. Et je raconte que c'est le sens qui va faire qu'on est capable d'acheter un produit quand on en comprend le sens, avec 2 critères qu'on connaît, hein, le prix et Origine France. Et derrière, il y aura d'autres choses. J'étais très content. J'ai trouvé que vous étiez très honnête. Je vous le dis comme je le pense. Vous mettiez, on n'a que 21 sur TikTok. C'est pas beaucoup, on peut dire vous êtes tout petit, etc. Mais vous avez tout compris. Nos enfants, nos ados, ils vont acheter avec du sens. Et ils vont acheter avec des applications. Voilà, je terminerai là-dessus, j'ai été défendre Yuka dans les tribunaux, puisque les industriels voulaient les plomber sur des combats qu'on avait en commun. J'ai été les défendre dans les tribunaux. En tout cas, moi, ce que je voulais vous dire, c'est tombez pas dans la facilité de penser que le politique, c'est loin. Et voilà, servez-vous de vos politiques. On doit être des facilitateurs, et notamment pour les petites entreprises, des courroies de transmission de ceux qui n'en ont pas ou pas assez. Moi, ça m'arrive, si je crois à un produit, si je le comprends, je me dis, eh bien, je peux appeler Michel Biérot ou Shelcher en disant, trouve un mec qui les reçoit. Après, moi, je suis pas dans le business, mais on doit être ça. Vos députés, c'est vos courroies de transmission, et c'est la courroie de transmission de ceux qui n'ont pas assez d'influence, et on doit être ça pour vous. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Ramos. Merci beaucoup pour cette mise en perspective et puis vraiment pour votre disponibilité. Je sais que Monsieur Caquino, vous avez peut-être un mot à dire, mais vraiment, je vous invite vraiment en 1 minute parce que là, on est en train d'exploser le temps. Non, mais c'est bon. J'aurais 2 choses à dire par rapport à ce que j'ai entendu. Je pense que pour maintenir de l'élevage, ça passe par une rémunération. Pour répondre à l'inflation de normes, il va falloir mettre en place une déflation parce qu'à un moment donné, les gens qui viennent faire le métier d'agriculteur, que ce soit pour de la culture, c'est produire, c'est suivre du blé, c'est suivre sa culture de pommes de terre, des haricots et tout ça, parce que c'est des passionnés d'agronomie. Lorsque les gens y viennent pour faire de l'élevage parce qu'ils ont la passion des animaux, il y a une chose pour laquelle ils ne sont pas du tout passionnés, c'est l'administratif. D'accord ? Et là, autant on est les champions d'impôts, mais là on est les meilleurs au monde. C'est 20% du temps de travail d'un agriculteur ? À aujourd'hui, 25%. Et c'est le minimum. Et c'est pour ça que des gens, ce qu'on ne voyait pas auparavant, des gens qui sont à 35, 40, 50 ans, arrêtent le métier. Et pas pour des causes forcément économiques. Non, parce qu'il y a un ras-le-bol. Et parce que, moi je dis toujours, il faut donner, là je vous rejoins, c'est la notion du sens. Quand on fait un métier, en tous les cas lorsqu'on peut, c'est qu'on est durable dans notre métier et on progresse quand notre métier, notre fonction, elle a du sens. Et voilà, il ne faut jamais oublier le bon sens paysan. Merci. Merci beaucoup. Alors, on a parlé d'agriculture, d'agroalimentaire, de politique et la recherche dans tout ça. Madame Philippi,
Où en sommes-nous peut-être des principales avancées ou innovations issues de la recherche? Et puis comment est-ce que vous arrivez justement à embarquer tout le monde avec vous, que ce soit les entreprises ou les agriculteurs? Un peu le fil rouge de notre table ronde, de cette dynamique collective. En combien de temps? Parce que j'ai vu passer les chips. Combien de temps? Vous avez? Ouais. Vous avez 5-7 minutes, comme on avait prévu. Très bien. Parce que moi, j'ai envie de changer un petit peu. Ah bon? Ouais. Bon. Moi, je pense que c'était... la table ronde, elle était passionnante. Et par contre, je trouve qu'il y a un mot-clé qui est partagé. C'est le mot collectif. Dans tous les exemples, que ça soit pour la pomme de terre, pour l'élevage, pour la bio, le député a été vraiment très très clair sur les différents enjeux. Que ça soit la CAVAC, toujours, il y a le terme collectif qui se fédère ou qui est la clé. Pourquoi? Parce que quand on vous dit partage de la valeur, quand on vous dit voilà, il faut mieux rémunérer le producteur, il faut que le consommateur trouve du sens et règle, et par son acte d'achat s'engage, quelque part derrière, il y a quand même l'idée que si vous voulez vraiment pouvoir avoir une production agricole demain en France, et je trouve que l'exemple des chips était très très juste, quoi. On voit le Nord, et puis finalement on a les concurrents qui sont ailleurs, donc le terme France est important. Mais pourquoi les distributeurs aujourd'hui s'intéressent tant à recréer du lien et faire de l'engagement avec des producteurs? Parce que quelque part, ils vont s'assurer la matière première. Et on a parlé de Woolmark aujourd'hui, tout à l'heure, mais Woolmark, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est des contrats où il salarie des producteurs pour que ça soit fait à façon. Et il n'y a plus le pouvoir de décision dans le niveau agricole. Donc ce pilotage-là, des filières par l'aval, aujourd'hui, est-ce que c'est ça qu'on veut en France? Or, tous les différents, développements de modèles, on voit bien qu'il y a une réinterrogation sur comment on peut partager cette valeur. Donc moi, je voulais citer très rapidement 2 exemples. Il y avait une chaire à AgroParisTech qui s'intitulait la chaire SDSC, où il y avait justement Système U, Terrena, Avril, donc des partenaires qui repensaient comment finalement créer et partager cette valeur. On prend les prix de cession, on regarde, on partage les informations, et quand il y a un choc externe, eh bien, on ne fait pas supporter ça au plus faible, on partage le choc, et donc ça veut dire qu'on crée de la valeur et on la partage. Et le deuxième élément qui peut être un petit peu différent dans les questions de transition, et dont on a finalement eu les éléments et 2 exemples très concrets et très pertinents, c'est que finalement aujourd'hui, ce qui va beaucoup aider la transition, c'est le fait de s'ancrer sur un territoire. Et de s'ancrer sur un territoire avec différentes parties prenantes, des collectivités, des producteurs, des transformateurs, des consommateurs, mais aussi des citoyens. Comment je peux repenser mon modèle d'affaires? Comment je crée de la valeur? Pas seulement parce que je vais presser un coût et donc mettre quelqu'un en difficulté, mais parce que je vais avoir de nouvelles sources de création de valeur. Exemple, une valeur sociale, une valeur environnementale, et la capacité d'avoir des acteurs qui vont effectivement, on l'a vu avec Système U, se dire, ok, je ne cherche pas le coût le plus bas, mais par contre, je cherche un producteur qui va être là dans la durée. Et ça veut dire qu'on pense sur du moyen terme, on investit des modèles qui ne sont pas des modèles actionnariaux, mais qui sont des modèles plus partagés, plus collectifs, où on va chercher à créer cette valeur et dépasser la pression économique. Donc ça, c'était... en fait, je voulais réagir à ça, parce que je pense que la table ronde, elle était vraiment tout à fait intéressante pour voir le concret. Et du coup, de se dire, effectivement, si je fais un label, je vais attester, mais comme on l'a entendu, c'est pas aujourd'hui que c'est rentable. Ça sera rentable dans le moyen terme. Aujourd'hui, ça renforce l'image. Et cette image-là, elle est importante pour rassurer le consommateur qui attend aussi un produit de qualité, local, mais qui est face à une difficulté du porte-monnaie. Voilà, c'était
petite réaction. Merci beaucoup. Et du coup, peut-être un peu plus concrètement, et si vous avez envie de partager avec nous des solutions, des innovations, alors évidemment, avec l'intelligence artificielle, peut-être qu'il y a des choses quand même qui commencent à se développer. Et puis, certainement aussi, pour terminer, sur des manières de travailler. Alors, ce qu'on voit souvent, nous, on a mené différents travaux de recherche, que ce soit sur l'agriculture ou les espaces ruraux. On met souvent en avant et on soutient souvent l'innovation technologique. Mais en fait, ce qui est le plus important, c'est l'innovation sociale qui est derrière. Si, par exemple, on prend le digital, on voit bien que les outils digitaux aujourd'hui, avec le suivi, par exemple, en bien-être animal, apportent des choses qui sont importantes pour les éleveurs. Pour autant, on va voir qu'il y a des éleveurs qui sont réfractaires et qui ne veulent pas utiliser des outils, notamment dans le digital, parce que quelque part, ça change leur métier, ça leur change leur relation à l'animal. Ce qu'on a mis en évidence, c'est que ce n'est pas forcément une fracture qu'on va retrouver entre les jeunes et les plus anciens, mais qu'on va retrouver en fonction d'une appétence au changement. Et ça montre que si on ne se préoccupe pas de comment on accompagne le changement, ces transitions-là, elles vont générer des fractures et elles vont continuer à creuser la séparation entre des producteurs et ça ne sera pas une fracture, je dirais, liée à une fracture technologique, mais bien une fracture sociale et d'éducation. Donc nous, ce qu'on met en chantier actuellement, c'est le travail sur la responsabilité territoriale des entreprises. C'est le fait de dire que ce n'est pas seul qu'on arrivera à créer de la valeur et qu'on va arriver à développer des filières, mais qu'on va se réancrer dans les territoires, regarder quels sont les besoins des populations, des communautés et recréer de la demande. Donc effectivement, Egalim pose la question de « on a une loi et elle ne s'applique pas ». Parce qu'il y a des endroits où effectivement, il n'y a pas forcément de production bio et ça rend difficile l'application d'eux. Donc comment je peux arriver à recréer du sens, à recréer un écosystème qui permette à la communauté de décider de ses choix et de pouvoir mener à bien un développement économique qui soit digne et qui soit responsable, éthique, mais aussi compétitif. Voilà, je ne sais pas si c'est suffisamment clair. J'essaye de faire vite. Oui, en tout cas, merci beaucoup et c'est tout à fait clair. Voilà, écoutez, la table ronde se termine. Merci à tous les 5 pour ces regards croisés. Pour avoir partagé avec nous votre expertise, votre expérience. Je pense que ça a été assez précieux pour tout le monde, en tout cas je l'espère. On l'a vu, donc on pourrait peut-être résumer ça de cette manière. On l'a vu, donc la transition agroécologique constitue pas vraiment une menace, mais plutôt des opportunités, que ce soit pour les agriculteurs et les entreprises. Et puis peut-être, je note peut-être que ceux qui s'engageront le plus tôt, qui auront une longueur d'avance pour gagner en compétitivité. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, à ramasser, à synthétiser. Je suis désolée, je suis pressée par le monsieur derrière. Je voudrais juste qu'on termine. Je vous avais dit peut-être une phrase. Je voudrais un mot de vous 5 qui puisse un peu résumer vos propos, ou en tout cas un mot que vous vouliez que le public puisse retenir. Alors, Madame Filippi, on va commencer par vous. Faire ensemble. Oui, parfait. Un mot, Monsieur Cati. Pardon, Caquino. Ça va être dur, hein. Le sens. Je suis votre représentant, à votre disposition. J'en ai 2, moi. J'ai En mode climat, je vous invite à aller regarder, et j'ai Goliath, le film. Oui, territoire. Parce que c'est là que ça construit l'agriculture demain. Merci beaucoup à tous. Merci et je passe la parole tout de suite.